Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell, je suis ravi d'accueillir Stéphanie Delestre. Salut Stéphanie. Salut. Alors Stéphanie, on se connaît nous depuis un peu plus de 10 ans, même peut-être 15, quand tu étais chez Quaip. Ouais. Juste pour te présenter avant de te poser la première question, donc tu es diplômée d'histoire, tu as débuté ta carrière dans le domaine des médias, notamment au sein du groupe TF1. Tu rejoins à l'invitation d'un fonds d'investissement une startup qui s'appelle Quaip, qui est à Hambourg. Et à la suite de la cession de celle-ci au groupe Yelp, tu vas lancer Kappa. Kappa, qui est d'abord un job board pour les cols bleus, puis qui deviendra ensuite une plateforme d'intérim. Et en 2021, 10 ans après la création, vous cédez Kappa au groupe Adecco. Alors, c'est un super parcours et je crois qu'il y a eu pas mal d'événements capitalistiques, comme c'est l'objectif de ce podcast, de parler des différents éléments capitalistiques euh, que tu vas pouvoir nous détailler. Quels ont été les grands caps de développement de la société? Alors, les grands caps, déjà, ça a été de prendre la décision de lancer une boîte. Le deuxième grand cap, ça a été le pivot. On a fortement pivoté. Et puis, le dernier cap, ça a été la vente. Donc, pour faire court, hein, parce qu'après, finalement, monter une start-up et se lancer, c'est prendre 2000 décisions par jour. Donc là, j'étais vraiment prise. Ouais, je t'ai vraiment pris les trois décisions marquantes de la boîte. Alors, quels ont été les déclencheurs de chacune de ces décisions? Alors, pour se lancer, en fait, je dirais que ça a été une histoire au très long cours, puisque moi, depuis que j'étais toute petite, je rêvais d'avoir ma boîte. Alors, j'avais pas du tout de parents entrepreneurs. Moi, j'ai perdu mon père jeune et j'ai été élevée par une maman toute seule qui était secrétaire dans une cité HLM à Vitry-sur-Seine. Donc, en fait, pas du tout d'environnement de chef d'entreprise, d'entrepreneur ou de patron qui aurait pu m'inciter à avoir cette carrière. Mais juste un peu, depuis toute petite, une envie d'avoir un peu le pouvoir pour gérer les choses et l'envie aussi de changer le monde. Et assez rapidement, je me suis dit que, en dehors de faire de la politique, l'autre façon, c'était d'être chef d'entreprise. Donc, j'ai décidé de me former et à mon époque, la meilleure façon de se former, c'était de rentrer dans un grand groupe parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans le groupe Bouygues et plus particulièrement dans la partie média. Et j'y suis restée très longtemps, hein, puisque j'y suis restée une quinzaine d'années, mais une quinzaine d'années où j'ai changé de job quasiment tous les 2 ans et demi. Donc en fait, j'ai eu la chance d'être formée par ce groupe à des métiers très différents et indispensables selon moi pour être chef d'entreprise, c'est-à-dire à la fois du marketing, du commercial, de la finance, du management, de l'international, bon, etc., etc. Et à la fin de cette histoire, de cette première histoire, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Dominique Vidal, qui était à l'époque chez Yahoo, et qui m'a fait comprendre ce que c'était l'environnement des startups, être entrepreneur. Et c'est lui le premier qui m'a un peu mis la puce à l'oreille et qui m'a dit c'est le bon moment. Donc là, on est vraiment au début des années 2000. C'est le bon moment pour te lancer.
Et donc ça a été la première rencontre. Et la deuxième rencontre, ça a été avec Frédéric Cour, qui est maintenant chez Félix Capital, et Philippe Colombel de chez Partech, que j'ai rencontré parce qu'il cherchait à recruter un CEO pour une petite start-up à Hambourg qui s'appelait Kype. Euh, et donc, c'est vraiment ces trois personnes-là qui m'ont fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat, le monde des VC, parce que je savais absolument pas ce que c'était, et qui m'ont mis le pied à l'étrier. Donc voilà, donc j'ai quitté le groupe TF1 après 15 ans, et je suis partie diriger Kype comme CEO à Hambourg avec le fondateur Stéphane Uhrenbacher, et donc des fonds d'investissement qui m'avaient choisi avec Stéphane pour être le CEO de cette boîte. L'aventure a été très belle, hein, parce que je suis arrivée, on était 7 dans un petit appartement au-dessus du McDo dans le centre-ville de Hambourg, et on est devenu le leader européen des avis locaux. Et la boîte a été rachetée quelques années après, donc mon arrivée, euh, par le leader mondial Yelp. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je suis revenue en France et Ok. que l'aventure Kappa a commencé. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à attaquer le marché du job board? Parce qu'on imagine qu'il était déjà structuré à l'époque. Alors, il était déjà structuré, mais à l'époque, Indeed n'était pas encore arrivé en France, par exemple. Donc, il était structuré entre des gros acteurs publics que sont Pôle emploi, alors a priori aujourd'hui France Travail, hein, ça s'appelle maintenant depuis 2024, et l'APEC. Et puis du côté privé, un gros acteur, Monster, et des acteurs français comme Région de Job et Cadre Emploi. Mais en fait, tous ces acteurs-là n'utilisaient pas du tout d'intelligence artificielle. Donc là, je te parle, on est en 2010-2011. Euh, Très peu d'algorithmes. Donc, c'est plutôt des plateformes qui sont très développées d'un point de vue commercial, mais avec très peu d'intelligence artificielle. Et donc, la première idée de Kappa, elle est venue suite à un échange avec Philippe Colombel, parce que là, il y a quand même une étape entre Kype et Kappa, c'est-à-dire passer d'être CEO, salarié d'une startup, à être fondateur, pas salarié de ta propre boîte. C'est vraiment se jeter dans le vide. Et ça, c'est grâce à Philippe Colombel de chez Partech, donc, qui était au board de Kype, et que j'ai rencontré. Et je cherchais un autre boulot. Il m'a dit, mais Stéphanie, tu es vraiment prête pour être entrepreneur, c'est le bon moment, et on a besoin de femmes entrepreneurs en France. Et aussi d'Alain Caffi de chez Ventec, qui, lors d'un déjeuner, m'a dit, mais oui, Stéphanie, tu es prête. Donc, c'est vraiment une histoire d'hommes qui ont cru en moi et qui m'ont donné confiance. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moment. Et en fait, pourquoi attaquer l'emploi? C'est lors de ce même rendez-vous avec Philippe Colombel, où je lui dis, bon, bah, ok, ça y est, c'est le grand jour, je vais y aller. Mais maintenant, il faut que je trouve une idée. Alors, ça peut paraître surprenant pour plein de gens, mais moi, je ne suis pas passionnée à fond de quelque chose, hein. Par exemple, j'ai pas la passion de l'aviation au point de me dire je vais aller révolutionner le monde de l'aviation, ou alors j'ai pas la passion des furets et me dire je vais absolument révolutionner le pet food. Pas du tout. J'ai plutôt la passion toujours de changer le monde. Et donc, pareil, lors d'une discussion avec Philippe, je lui dis, mais Philippe, c'est quoi les trois gros secteurs où Partech investirait en ce moment? Et Philippe me répond, donc là on est en 2010, Philippe me répond, mais écoute, le e-commerce. Alors il se trouve, pour le petit secret, que j'avais été sélectionnée pour avoir un gros poste chez Cdiscount. Et donc je me suis dit, non, je vais quand... Cdiscount, à l'époque, c'est déjà plus d'1 milliard, plus de 1000 collaborateurs. Je suis sélectionnée pour être un des patrons chez Cdiscount. Et je me dis, bah non, c'est quand même compliqué d'aller révolutionner le e-commerce et d'être en concurrence avec Cdiscount alors qu'ils me proposent un super job. Le deuxième secteur dont me parle Philippe, c'est les seniors. Et là, les seniors, moi, je me suis pas mal occupée de mes grands-parents sur leur fin de vie, et je me dis, compliqué, il faut beaucoup d'humains. Il
faut beaucoup, beaucoup d'humains pour s'occuper des seniors et peut-être moins de technologie. Et il me parle de l'emploi. Et là, je me dis, bah, en fait, l'emploi, ça m'intéresse parce que à l'époque, comme je rentre de Hambourg, je me suis inscrite à Pôle emploi à Vitry-sur-Seine. Donc, je suis convoquée à des ateliers, à Pôle emploi, etc. Donc, je rencontre plein de chômeurs et tout. Et je me dis, non, mais en fait, le truc, ça marche pas, quoi. Et surtout, moi, je rentre d'un pays où il y a le plein emploi, l'Allemagne, et j'arrive dans un pays en France où on me dit, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise ou de recruteurs qui me disent on a du mal à recruter, et d'un autre côté, je rencontre beaucoup de chômeurs au Pôle emploi de Vitry-sur-Seine qui me disent on n'arrive pas à trouver un boulot. Je me dis mais il y a un truc qui déconne complètement, quoi. D'où l'idée de créer Capa, c'est-à-dire la première plateforme de matching entre euh, pour les non-cadres, principalement, une plateforme de matching entre l'offre et la demande. Et avec beaucoup, beaucoup de technologies, ce qui était révolutionnaire en 2010 sur le marché de l'emploi et versus, si tu veux, toutes les startups ou les entreprises qui existaient déjà. Et donc tout de suite, tu lèves des fonds pour lancer Capa? Oui, alors moi, en fait, j'ai été éduquée et j'ai eu la chance de grandir grâce à des fonds d'investissement. Donc, tu as vu, je t'ai beaucoup parlé de fonds d'investissement, Oui, Dominique d'accord. Vidal, Alain Caffi, Philippe Colombel, Frédéric Cour. J'ai oublié de nommer François Tison, que j'avais rencontré aussi et qui sera le premier investisseur avec Philippe Colombel dans Capa. En fait, moi, j'ai été formée par des fonds d'investissement et par les hommes des fonds d'investissement, par des investisseurs. Et donc, en fait, pour moi, c'était logique tout de suite de penser ma boîte avec des fonds d'investissement. Alors, pas seulement pour l'argent, pour accélérer, mais beaucoup, beaucoup pour les hommes que j'avais rencontrés. Et parce que tu pensais que ça t'apportait tout de suite un gain de crédibilité ou? Alors, pas un gain de crédibilité du tout, mais que surtout, c'était ces hommes-là qui allaient m'aider à faire grandir la boîte très vite et à faire les bons choix. Parce que dans ma tête, je me disais, c'est eux, ils rencontrent des centaines de startups chaque année. Ils connaissent, les tendances économiques par cœur. Et puis, bon, je t'ai parlé quand même de, 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 d'hommes qui sont clés dans le monde de l'investissement. Tu vois, c'est pas n'importe qui. On est Et donc, d'accord pour qu'ils moi, sont là depuis très longtemps. comment? Ils sont là depuis très longtemps, donc ça veut Ouais, dire très longtemps, mais aussi ils ont eu des gros succès, et puis c'est des hommes brillants. Et donc, pour moi, j'ai jamais vécu l'aventure de l'entrepreneuriat seule, et il fallait que je sois entourée et entourée des meilleurs. Et donc, le fait d'avoir les meilleurs, alors tu les as dans tes cofondateurs ou dans tes équipes, mais tu les as aussi beaucoup dans les fonds d'investissement. Et donc, le fait de faire tout de suite une levée de fonds, c'était clé d'abord pour avoir les bonnes personnes au board. Et donc, en particulier, pour moi, les boards sont des moments super importants parce que ça rythme ta boîte. Tous les mois, tu dois aller rendre des comptes, dire ce que tu as fait, dire ce que tu n'as pas fait, dire ce que tu as réussi, dire là où tu t'as planté. Et donc, avoir le retour de ces hommes et de ces femmes qui est, en tout cas, pour moi personnellement, super important pour la croissance de la boîte et pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. et du Donc, coup, c'est comme des partenaires, quoi. ouais, C'est vraiment mes partenaires. tu avais d'autres moments où tu retrouvais, on va dire, la boîte et ses partenaires en dehors des boards? Tu avais structuré des comités, particuliers qui t'ont permis de progressivement, j'imagine, avancer vers la décision du pivot? Euh, non, non, non. Bah déjà, quand tu as un board une fois par mois qui peut durer jusqu'à 4-5 heures, alors là, c'est dans les cas extrêmes, où tu as 3, 4, 5 board members de super grande qualité qui t'envoient de l'information comme ça. Et je pense que c'est des moments où tu as, en tout cas, moi, j'aime bien écouter et apprendre. Donc, je prenais toutes ces informations, tous ces retours que j'analysais pour essayer après de prendre les bonnes décisions. Donc, non, il n'y avait pas d'autre moment. D'accord. En revanche, moi, j'ai toujours eu une relation de confiance et de transparence avec mes investisseurs ou avec des VC qui n'étaient pas forcément chez Kappa, investisseurs chez Kappa, mais que je connaissais bien et que j'allais voir aussi quand j'avais besoin pour leur poser des questions, pour prendre le pouls un peu de ce qui se passait.
Et donc, pareil, dès que j'ai besoin d'appeler un investisseur, je l'appelle en lui disant: «Tiens, j'ai eu tel problème, qu'est-ce que tu ferais? J'ai pensé faire ça, est-ce que ça te va?» Voilà. Donc, entre les boards, des coups de téléphone, dès que j'avais besoin. Et encore une fois, la force, des hommes dont je t'ai parlé, c'est qu'ils me répondent tout de suite, et ça, c'est génial, quoi, parce que ça va super vite. Vous avez pivoté en 2017 si j'ai bien suivi. 2016, 2016, qu'est-ce qui ouais. vous a amené à basculer du job board vers l'intérim? Ah là là! Je te raconte la vraie histoire? Allez, c'est parti. OK. En fait, quand on a lancé Kappa, donc tu vois, les 2 premières années, c'est assez cool, hein, parce que tu as fait moi, j'avais fait une petite levée de fonds avec, Partech et 360. Donc on a levé 1,7 million. Tu vois, c'est pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai la réputation d'être très frugale, en dépenses, quelquefois trop. En tout cas, de faire très attention au cash. Donc, les 2-3 premières années se passent bien, hein, tu vois, on a des succès d'estime. Et en particulier, le gros succès, c'est que la plateforme marche bien, puisque très très rapidement, on a des millions de Français et de Françaises qui s'inscrivent sur la plateforme. Donc en fait, et on fait des beaux matchings, et on a un business model traditionnel, tu sais, à l'offre d'emploi, quoi. C'est-à-dire le client, le grand groupe ou la TPE-PME, elle cherche à recruter, elle va donc payer pour diffuser son offre d'emploi. Et ensuite, on va lui envoyer plein de CV. Les retours que j'ai côté client sont très bons, c'est-à-dire que nos algorithmes de matching marchent bien, les CV qu'ils reçoivent, les candidatures sont parfaites, donc tout ça se passe bien, mais on ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le marché des job boards, c'est un tout petit marché. C'est un marché qui fait en France autour d'une centaine de millions d'euros. Et il y a des acteurs bien implantés, comme Monster ou Cadre Emploi. Et même si nous, on est plutôt positionné sur les non-cadres, les clients ont peu l'habitude de dépenser beaucoup pour le recrutement des non-cadres. Et puis, il y a un deuxième facteur qui joue, c'est que donc, si le marché est tout petit, même si tu prends 10% de ce marché, tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc sur un marché à 100 millions, déjà prendre 10% d'un marché en quelques années pour une start-up, c'est énorme. Donc, même quand tu arrives à prendre 1% rapidement, tu fais 1 million. Donc tu vois, 1 million, c'est pas beaucoup. Et prendre 10% d'un marché, c'est exceptionnel, hein. Il y a très peu de startups qui arrivent à le faire. Et c'est fatigant. Et c'est très fatigant. Et le deuxième point, c'est que c'est un marché où tu as ce qu'on appelle des agences de com RH, c'est-à-dire des agences qui sont exclues de la loi Sapin, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de facturer ce qu'elles veulent et surtout de prendre des rétrocommissions. Donc je me rends compte assez vite que tous les gens dans ces agences de com RH sont des anciens des grosses agences de pub, et tous les directeurs commerciaux ou les bons commerciaux des Monster, Cadre Emploi et tout, étaient dans les mêmes agences de pub. Donc en fait, très compliqué, parce que les grands groupes qui ont l'habitude de passer par ces agences de commérage plutôt que de voir plein de job boards en direct, bah en fait, il y a un système de rétrocommission qui est mis en place. Et donc, quand toi, tu es tout petit, que tu débarques sur ce marché et qu'en plus, tu n'as pas bossé avec le mec de l'agence 10 ans avant, bah, c'est compliqué de te faire ta place. Donc, on passait beaucoup de temps à faire des déjeuners avec les agences, à leur montrer les innovations de notre plateforme, etc., etc. Donc, ils jouaient le jeu. Mais quand même, pour te faire ta place, ça prend énormément de temps. Donc, en fait, on était sur un tout petit marché où les règles du jeu sont très cadrées, et où te faire ta place prend 10 fois plus de temps que sur un marché ouvert où tu vas voir les clients directs. Alors ça a été donc assez vite, je me suis dit, il va falloir qu'on sorte de ce marché, parce qu'en fait, on avait aussi un avantage, c'est que nous, on avait une CVTech où plus de 5 millions de Français et de Françaises étaient inscrits, donc c'était énorme. Mmh. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Et la deuxième partie de l'histoire, c'est que un jour, je suis invitée devant le COMEX du groupe Airbus, et pour faire un pitch sur qu'est-ce que c'est que la prise de risque.
Et je pense que le COMEX d'Airbus s'était dit, bah tiens Stéphanie, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais dans le groupe TF1, j'étais cadre dirigeant. Être en CDI salarié, ça a énormément d'avantages, hein. Et donc, il s'était dit, la prise de risque, moi je l'ai prise quand je suis passée d'un poste de cadre dirigeant CDI à un poste d'entrepreneur, quoi. Tu perds Mmh. tout, tu n'as plus aucun avantage, tu n'es plus salarié. C'est très compliqué, quoi. Moi, je suis pas. Voilà. Et donc, pour parler de ça, devant le COMEX d'Airbus, et c'était super intéressant parce que il passait une journée, je crois, à se dire comment le monde va de plus en plus vite, quelles sont les prises de risque qu'on peut prendre, et il faisait intervenir des gens sur leur prise de risque personnelle ou sportive ou professionnelle, bon, etc., etc. Et donc, c'était super intéressant. Et je parle donc de CAPA, de là où j'en suis. Donc, on est toujours un job board. Et à la fin, c'est l'interruption, c'est l'heure de déjeuner. Et il y a un des directeurs des achats du groupe Airbus qui vient me voir en me disant Stéphanie, super intervention, passionnant, très sympa. Mais nous, chez Airbus, on a plus besoin d'intérimaires en ce moment que de CDI. Et donc, bah moi, j'aimerais bien vous voir sur la partie intérim. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi pour me trouver les bons intérimaires? Alors, je le regarde et je lui dis, bah écoutez, moi, je suis pas une agence d'intérim, quoi, je suis un job board. Il me dit, si, si, venez me voir à Toulouse. Bon, donc je vais le voir, mais en me disant que je vais lui vendre un super deal sur la partie job board. Et puis, quand je vais le voir à Toulouse, bah, il change pas d'avis. Il me dit, non, non, Stéphanie, moi, j'ai pas besoin de CDI. Mes équipes RH recrutent très bien en CDI. Moi, je suis l'acheteur intérim, donc j'ai besoin d'intérimaires. Et là, je lui dis toujours, mais vous savez, je suis toujours pas une agence d'intérim. Mais bon, comme je t'ai dit que j'écoutais pas mal, je me souviendrai toute ma vie. Je sors du rendez-vous, je retourne prendre l'avion. Donc, les bureaux de rendez-vous d'Airbus, il y en a en tout cas pour moi qui étaient juste à côté de l'aéroport. Donc, j'y vais à pied. Je prends mon téléphone et là, je regarde taille du marché de l'intérim en France. Et là, je vois 25 milliards. Donc, je me dis, non, mais attends, Steph. Donc, toi, tu es sur ton petit marché complètement fermé avec tes agences de commérage qui veulent pas te filer de business ou très peu. Et là, tu es sur un marché de 25 milliards avec le groupe Airbus qui te dit qu'il veut te faire travailler tout de suite. Donc, tu peux avoir ton premier gros client tout de suite. Voilà. Et en fait, eh ben, je me suis dit aussi, si je prends 1% d'un marché de 25 milliards, je vais faire 250 millions. Ce sera tout de suite plus rentable. Alors, je me suis dit, bon, allez, go. Et en fait, j'y pensais déjà depuis un petit moment. Pourquoi? Parce que l'intérim, c'est quoi? C'est des intérimaires que tu matches avec des offres et donc tu es l'employeur. Donc, tu fais le contrat de travail et la fiche de paie. Moi, j'avais déjà une grosse CV Tech de non-cadres. Donc, j'avais 5 millions principalement de non-cadres et de premier niveau de cadre inscrits sur CAPA. J'avais déjà mes algorithmes de matching, puisque je le faisais déjà sur les job boards. Il fallait que je rajoute la brique. Il fallait que je rajoute la brique contrat de travail et fiche de paie. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai juste cette brique-là à rajouter et je suis la première plateforme d'intérim digital en Europe. Et c'est ce qu'on a fait et on a lancé en 2016. Voilà. Et donc, du coup, nouvelle levée de fonds pour accélérer sur cette partie-là. Voilà. Et quand je suis allée, donc, l'importance toujours du board, je suis allée voir Philippe Colombel et François Tison et je leur ai dit voilà mon idée. Et tous les deux, au bout de 30 secondes, ils m'ont dit Stéphanie Banco, ça y est, tu l'as. Voilà. Et ensuite, je voyais Dominique Vidal que j'avais rencontré quand j'étais chez TF1. Je voyais Dominique Vidal à peu près 1 ou 2 fois par an. Et Dominique était partenaire chez Index. Et on parlait du business, mais voilà, comme ça, de façon régulière, où il me donnait ses conseils. Et là, je vois Dominique lors de notre déjeuner annuel, voilà, où je l'écoutais toujours parce qu'il avait toujours des bons conseils. Et je lui raconte le pivot de CAPA. Et à la fin du déjeuner, je m'en souviendrai toute ma vie. On est à côté de Madeleine à Paris. Et il met son casque de scooter. Il allait repartir et il me dit Stéphanie, j'investis 1 ou 2 fois par an en France dans des startups. Cette année, c'est pour toi. Et là, je me suis dit putain, un truc de ouf, parce que un de mes rêves pro, c'était
de bosser avec Dominique Vidal. Et du coup, en fait, est-ce que, sur ce pivot-là, tu as des recrutements qui ont été stratégiques pour l'organiser? Non, Ça s'est passé comment, en fait? non, non, non. Là, on est encore tout petit, hein. Je te rappelle qu'on a levé 1,7 million en 2011, juillet 2011, et qu'on est en 2016. Donc, on a quand même fait 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. C'est la première étape de CAPA, si tu veux, où on a toujours de l'argent en banque. On n'a pas fait de bridge, on n'a rien d'autre que les 1,7 million. Donc, si tu veux, on vit chichement et on fait tout, hein. On bosse 90 heures par semaine et on fait tout nous-mêmes. Donc, et quand on fait le pivot sur l'intérim, on se dit un truc. On se dit surtout, faut qu'on recrute personne de l'intérim. Surtout personne. Parce qu'en fait, ils vont arriver avec leur historique, leurs freins, leurs contraintes, leurs bidules, leurs machins. Et non, nous, on veut recréer euh, une nouvelle intérim qui n'a jamais été créée par les majors de l'intérim. Intéressant. Donc surtout, on recrute pas et on fait tout nous-mêmes. Et du coup, vous avez tout internalisé pour la partie, les briques qui te manquaient? Ou vous êtes allé les chercher sur le marché? Alors, on est allé les chercher sur le marché parce que faire des payes, c'est un métier à part entière. Et surtout, il y a des nouveautés juridiques quasiment tous les mois, tu vois. Donc, nous, notre boulot, c'était pas de faire des payes. Notre boulot, de, c'était de créer l'agence d'intérim du futur avec une nouvelle expérience utilisateur, là où on est les meilleurs. Et j'imagine que du coup, c'est très différent de vendre du job board que de vendre de l'intérim. Comment se sont organisées les ventes, en fait, derrière? Bah, alors, en fait, ce qui est j'ai encore une fois, vendre du job board, comme je t'ai expliqué, c'était très compliqué. Parce que le marché très fermé, très, pote à pote, très compliqué. La vente de l'intérim, pour nous, ça devenait mais magique! Alors d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appelé mes clients de job board en leur disant: «Écoutez, voilà, on était un job board, mais on pense à devenir la première agence d'intérim digital». Là, j'ai 100% de mes clients qui me disent: «Mais Stéphanie, c'est génial!» Et là, je me dis: «Putain, c'est gagné, quoi». Parce que tout d'un coup, j'appelais mes anciens clients de job board pour tester avec eux l'idée. Et là, tous me disaient: «Mais préviens-nous parce que nous, on a des intérimaires», bon, sauf cas exceptionnel, mais l'intérim, c'est très, très répandu dans tous les secteurs, dans toute la France. Et donc, quasiment tous mes clients me disaient: «Mais nous, c'est génial. Dès que tu es prête, bah, OK, on bascule avec toi sur l'intérim». Alors, les seuls que j'ai pas appelés, c'était les agences d'intérim qui étaient mes clients, à qui j'envoyais des dizaines de milliers de CV par an. Et donc, je voyais bien que mes CV, ils marchaient bien sur l'intérim. Avec eux, quand ils étaient job board. Voilà. Et vous n'avez pas choisi de garder les 2 activités, ça aurait pas pu, fonctionner? Alors, non, parce que d'abord, le marché de l'intérim était tellement gros qu'on s'est dit, voilà. Et puis, deuxièmement, moi, je crois pas. Alors, je vais dire un truc qui va pas plaire. Je crois pas dans les fondateurs de start-up qui deviennent investisseurs. C'est-à-dire, tu as un job, tu peux pas en avoir 2. Et en plus, je trouve que c'est un défocus énorme. Et moi, j'avais tellement envie que cette idée que tout le monde trouvait géniale réussisse qu'il fallait qu'on s'y consacre à 100% du temps, quoi. 100% du temps, de l'énergie. Dès qu'on a lancé l'intérim, pendant 5 ans, on a bossé tous les week-ends, samedi, dimanche, hein, pas de vacances, hein. Donc, CAPA, ça a été 5 ans de job board où déjà on a bossé beaucoup parce que bah, on devenait entrepreneur, donc il fallait tout découvrir, tout apprendre, tout créer. Et puis quand on a pivoté sur l'intérim, l'idée était tellement géniale, on kiffait tellement qu'on bossait 7 jours sur 7. Et puis surtout l'intérim, ça marche pas qu'aux heures de bureau. Tes clients, ils prennent des intérimaires la nuit, ils prennent des intérimaires le week-end. Et comme tu peux pas faire travailler tes collaborateurs plus d'un certain nombre d'heures, hein, si tu vois ce que je veux dire, bah, c'est les fondateurs qui se tapent ce qui passe en dehors des 35 heures, c'est-à-dire Olivier et moi. Voilà. Donc, on a bossé 7 jours sur 7, pas de vacances pendant des années. Et tu as tenu comment sur ce en étant dans ce marathon-là, en fait? Alors, en fait, l'adrénaline et le kiff, quoi.
C'est-à-dire que moi, j'adore ce que je fais, quoi. Je me dis, quand je serai vieille, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que le jour où je serai à la retraite, je vais crever, quoi. C'est inenvisageable pour moi pour le moment. Donc en gros, l'adrénaline, c'est-à-dire, tu as des bonnes nouvelles, des mauvaises, tu prends 2000 décisions par jour, il faut, merde, il y a plus de café dans la machine, il faut que j'aille en acheter parce que bien sûr, c'est toi fondateur qui t'occupe d'aller acheter le café de remplacement, hein, personne va le faire à ta place. Jusqu'à faire un recrutement important, faire répondre à tes appels d'offres, etc. Donc en fait, t'as tellement d'adrénaline qui t'arrive toute la journée. Bon, puis moi, je suis faite comme ça, mon corps est fait comme ça, que c'est un kiff permanent. Il y a des moments difficiles, mais c'est pour ça aussi que bah, le fait d'être entouré par ton board et ton cofondateur et tes équipes, ça aide. Moi, je n'envisagerais pas l'entrepreneuriat toute seule dans mon coin parce que c'est pas fait pour moi. C'est fait pour plein d'autres gens, mais pas pour moi. Et c'est pas grave, quoi. Tu vois, chacun a son truc. Voilà. Et puis le kiff, c'est-à-dire que quand pendant 5 ans, tu as été sur un petit marché, c'était difficile de convaincre des clients, où là, tu es parmi les premiers dans le monde à créer un nouveau truc dans un secteur énorme et que tu te dis, je vais pas lâcher ça, quoi. Faut aller super vite. Après, tu as aussi un problème de timing sur le marché parce qu'on a été copié très, très, très vite. Euh, et donc, il fallait toujours qu'on soit les premiers en nouvelles fonctionnalités, en service client, en tout, quoi, en communication, en marketing. Donc si tu veux, bah, quand tu as cette pression-là qui fait que tu te dis que tu as une idée extraordinaire et qu'il faut pas la gâcher et qu'il va falloir que tu t'y mettes à 2000%. Et tu as parlé de recrutement, tu as parlé de rester les premiers. Quels sont les recrutements qui vous ont permis de rester les premiers et justement d'être les premiers, au final, à vous vendre? Alors, les recrutements clés, ils ont principalement été dans l'équipe tech. C'est-à-dire que quand on a fait la grosse levée de fonds avec Index, en plus de Partech et 360 qui ont suivi, parce que tout le monde croyait à fond dans le projet, euh, tout de suite, on a recruté Jean-Marc Potvin, qui était dans l'équipe Kelcou avec Dominique Vidal et Pierre Chapaz. Et Jean-Marc Potvin était le CTO chez Kelcou. Et donc, on l'a tout de suite recruté en se disant, on avait été le premier job board à mettre de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ça paraît un peu cucu de parler comme ça, mais en 2010, personne ne l'avait fait. Et donc, Jean-Marc est arrivé en 2017 pour nous aider à recruter la meilleure équipe tech en France. Voilà ce qu'on a fait en quittant Paris et en installant l'équipe tech à Grenoble. Parce qu'en fait, à Grenoble, tu as un très bel écosystème. D'abord, entre Lyon et Grenoble, tu as les meilleures écoles d'informatique, en particulier avec l'ENSIMAG. Et Jean-Marc, tout de suite, a cherché à identifier les très bons profils. Et on a réussi à recruter Julien Ross, qui était à l'époque chez Criteo, et Maxime Yaneseli, qui était avec Julien chez Criteo, pour qu'ils viennent chez Kappa et qui recrutent leur propre équipe tech à Grenoble. Donc ça a été une décision ultra clé. La deuxième décision clé, c'est quand le deuxième recrutement, parce que tous les recrutements ont été clés. Tu vois ce que je veux dire, quoi. On est d'accord. Par exemple, je pense à l'autre fille qu'on a recrutée qui répondait toute la journée aux intérimaires qui nous appelaient par téléphone parce qu'ils avaient un problème sur leur passe Navigo qui avait peut-être pas été payé ou qui pensaient avoir un problème sur leur fiche de paie parce que les intérimaires, la fidélité des intérimaires, ça passe que par la paye. C'est-à-dire, on avait réfléchi à plein de trucs, de stickiness et tout, mais en fait, ce qui est important pour un intérimaire, c'est que quand il finit une mission, tu lui proposes une nouvelle mission pour pas qu'il perde de temps parce que lui, il a besoin de bosser et que sa fiche de paie soit propre. Donc, tu vois, par exemple, le recrutement de l'autre fille qui répondait à tous les intérimaires, il était clé chez Kappa. Sans l'autre fille, on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a fait. Mais les recrutements qui ont permis à la boîte de passer des grosses étapes, ça a été le recrutement de l'équipe tech à Grenoble avec Julien Ross et Maxime Yaneseli et toutes les personnes qui sont arrivées. Et le recrutement de Laurent Delaporte, quelques années après. Donc Laurent Delaporte, très senior, ancien Microsoft, dans le top 3 de Microsoft,
qu'on a fait venir pour nous aider à structurer la boîte pour une grosse croissance. Et c'était quoi les grandes décisions qu'il a prises justement pour, structurer la boîte sur la grosse croissance? C'est le secret Je qu'on veut tout savoir. bah, je pense que la première décision qu'il a prise, c'est de me dire: «Stéphanie, tu le sais pas, mais tu es la meilleure commerciale de la boîte. Donc en fait, tu vas te concentrer sur le commercial parce que maintenant on a besoin de chiffre d'affaires». Et effectivement, avec Olivier, si tu veux, moi j'étais plus, produit, finance, com et Olivier, marketing. Et en fait, Olivier s'est occupé des appels d'offres, il en a gagné beaucoup et moi je me suis occupée de rentrer, les gros clients hors appel d'offres et j'en ai rentré beaucoup. Et ça a été clé. Donc ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision qu'il a prise, c'est de dire on va faire un board, comment dire, un comité un COMEX interne d'experts. Alors on s'est planté sur quelques recrutements tous les deux, hein, Ça arrive. mais ouais, mais à ce niveau-là, ça te fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps quand même. Mais il y avait quand même la dynamique qui était là avec 60-70% du COMEX qui était super bon. Donc ça a tiré la boîte très très vite. Dans un de tes posts LinkedIn, tu dis: On ne vend pas une boîte, on l'achète». Qu'est-ce qui a fait que, à un moment ou à un autre, vous avez organisé enfin la boîte était organisée de telle façon que des on va dire des bonnes fées se sont penchées sur le dossier pour, consolider le marché avec vous? Euh, alors, je vais dire un truc, je vais dire un truc contradictoire. C'est-à-dire que si en tant que fondateur, tu fondes ta boîte pour la vendre très vite et très cher, bon, il y a eu des cas, hein, je pense en particulier à Zenly, mais il n'y en a pas beaucoup. OK. Et je dis pas que les fondateurs de Zenly ont créé leur boîte pour la vendre très vite et très cher. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que des boîtes qui se sont vendues très vite, très cher, il n'y en a pas beaucoup. Et en particulier des boîtes françaises, il n'y en a quasiment pas. Donc, en tant que fondateur, moi, je me suis toujours dit que ça allait durer très longtemps, l'histoire. Et c'est Philippe Colombel qui m'a dit dès le début, Stéphanie, une boîte, ça ne se vend pas, ça s'achète. Donc, c'est pas toi qui décideras de la vendre. Il faut qu'il y ait des gens qui trouvent que la boîte est suffisamment sexy et suffisamment innovante, etc., pour avoir envie de t'acheter. Donc, en fait, à partir du moment où tu as ces deux trucs en tête, ben, en fait, tu fais que bosser et puis tu penses pas à la vendre. Alors, même si, c'est pour ça que je te dis que j'allais dire un truc contradictoire, à partir du moment où tu fais une levée de fonds, tu sais qu'il va y avoir des étapes dans ta boîte. Et pour moi, il n'y en a que trois. C'est-à-dire, soit tu meurs, soit tu lèves pour vendre, soit tu fais une IPO. Mais à partir du moment où tu as levé, euh, de toute façon, tu as des investisseurs et l'histoire d'un fonds d'investissement, parce que tu sais, quelquefois, je vois des trucs, ah oui, il n'est pas gentil, ah oui, c'était pas facile. Non, ça se passe pas comme ça, quoi. À partir du moment où tu fais appel à un fonds d'investissement, c'est un business, quoi. C'est un business. Donc, un fonds d'investissement, il est là pour te faire grandir le plus possible et qu'un jour te vendre, parce qu'ils ont des cycles de fonds, quoi. Donc, le game, il est ultra, ultra simple, ultra clair, et moi, j'aime bien les choses claires. Donc voilà. Donc, moi, je savais qu'il fallait qu'on fasse le maximum pour, en fait, ne pas mourir. Mais ne pas mourir, c'était soit être un jour acheté, soit un jour faire une IPO. Quoi, l'histoire, elle est aussi simple que ça. Et Et donc pour ça, bah, il y a pas de secret, quoi. Faut bosser. Faut bosser, faut être sur le bon marché, faut avoir un gros marché, puis il faut avoir le meilleur produit et le meilleur service client. Et en fait, ça, c'est du travail de milliers de tâches que tu fais chaque jour avec tes équipes et ton board. je suis d'accord. Comment ça s'est passé cette prise de décision, hein? Vous avez été approché, vous avez eu plusieurs approches? C'est sûr que enfin, je pense qu'on est beaucoup à vouloir savoir. Ouais, Est-ce que c'était un processus que vous aviez décidé? Est-ce que c'était purement opportuniste et tout? non. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est bon, donc on fait le pivot en 2017. Et là, les clients, ils rentrent tout seuls. Alors quand je te dis: «Ils rentrent tout seuls», attention, hein, c'est un boulot de chien derrière, hein, comme je t'ai dit, hein, bosser 7 jours sur 7, mettre en place les meilleures équipes, avoir les meilleurs process, aller plus vite que tes concurrents parce que comme je te l'ai dit, on a été copiés très, très vite, et pas seulement en France. Hem et donc, hem
le pivot se passe super bien, on fait la levée de fonds avec Index, et là, le chiffre d'affaires commence à décoller parce qu'en fait, il y a une espèce d'alignement des étoiles où tu proposes un service à des clients qui en ont besoin au meilleur prix, avec un marketing super bien fait et un service client qui est à ta dispo 24 heures sur 24, parce que nous, on bossait 24 heures sur 24 en tant que fondateur et tous les clients avaient notre portable. Donc, ça se passe bien. Et en revanche, euh, j'ai toujours eu en tête que, donc avec ce dont on parlait juste avant, que soit on ferait une IPO, mais compliqué, hein, le marché de l'intérim, c'est un marché de besogneux, de centimiers, où il y a des gros acteurs mondiaux qui font un super boulot. Soit on serait racheté pour continuer de grandir, parce qu'à un moment, euh, on avait aussi une espèce de plafond de verre sur ce marché, qui est un marché qui n'a pas l'habitude d'acheter de la tech, d'accord. Donc il y avait un peu ce truc-là. Donc moi, je m'étais dit euh, euh, qu'il fallait faire attention à ce point-là. Et le deuxième point, qui était pas très à la mode, hein, on passait un peu pour les ringards de service, hein, euh, avant le Covid, mais c'est qu'il fallait qu'on ait un business rentable. Parce qu'en fait, quand une boîte t'achète et que tu es rentable, bah, c'est ultra sécurisant parce qu'ils se disent, non seulement tu as ton chiffre d'affaires qui croît, en plus, tu as un revenu par collaborateur qui est 3 ou 4 fois celui des agences d'intérim traditionnelles, parce que nous, la tech, elle marche vraiment. Et troisièmement, tu es rentable. Donc, si tu es rentable, c'est que tu fais pas n'importe quoi et que tu es une vraie entreprise stable qui n'est pas sur des sables mouvants. D'accord. Bon, ce truc-là, en 2020-2021, on passe pour les ringards de service. Mais vraiment. Donc, c'est un peu agaçant, tu vois. Mais bon, moi, j'y croyais à fond. Et arrive le Covid. Alors là, les montagnes russes, hein, puisque le Covid arrive, on perd tous nos clients, quoi. Tous nos clients nous appellent en disant on arrête tous les intérimaires. Donc là, on se dit, bah, la boîte, elle est morte. Et 2 jours après, j'ai Jonathan Goldfarb du groupe Franprix qui m'appelle. On s'était croisés dans des salons. Tu vois, comme quoi le réseau, c'est super important. On n'avait jamais travaillé pour le groupe Franprix. Et il m'appelle, il me dit Stéphanie, donc on est un dimanche, il est 15 heures quand je te dis que je décroche mon téléphone 24 heures sur 24. Je ne savais pas que c'était lui puisqu'on s'était croisés, mais je n'avais pas son numéro dans mon téléphone. Il me dit Stéphanie, c'est Jonathan Goldfarb, tu te souviens, on s'est croisés à une ou deux conférences RH. Je lui dis ouais, comment vas-tu, machin. Il me dit écoute, voilà, j'ai besoin de 1000 intérimaires pour demain. On a déjà 8 agences d'intérim, parce que tu sais, souvent dans les grands comptes, tu as des appels d'offres aussi pour l'intérim. Quoi. Ça passe par la direction des achats, c'est des process d'appels d'offres. Mais il me dit là, on est en panique. J'ai besoin de 1000 intérimaires pour demain, en renfort dans toute la France. Est-ce que tu peux nous aider? Je fais bah, bien sûr. Donc, il m'a envoyé un fichier Excel avec les adresses de tous ces magasins et entrepôts et de combien il avait besoin d'intérimaires le matin, l'après-midi, parce que voilà. Parce que en fait, il faut se rappeler que premier week-end du Covid, les Français et les Françaises sont en panique. Le gouvernement a convoqué toute la grande distribution pour dire vous faites comme vous voulez, mais il ne faut pas qu'il y ait de rupture de la chaîne d'approvisionnement des Français et des Françaises. Et donc, c'est vous qui allez tenir la France, quoi, avec les hôpitaux. Hein. Mais il ne faut pas l'oublier. Hein. Ça paraît là aussi un peu simplet de dire ça, mais en fait, on est vraiment dans un mouvement de panique. Et en fait, bah, comme nous, on est vraiment digital. Nos collaborateurs, tout est digital. Ils ont déjà l'habitude de travailler en télétravail, à distance, avec des clients à distance, de gagner des appels d'offres à distance. Bon. Et donc là, j'appelle 3-4 collaborateurs de chez Kappa et je leur dis écoutez, les gars, est-ce que vous êtes dispo et comme super équipe qui avait peur qu'on plante la boîte, quoi. Et donc, il dit bah, ok, on y va. Et donc, grâce à nos outils, et juste avec ce fichier Excel de Jonathan, le lendemain, il y avait 400 intérimaires qui commençaient entre 6 et 8 heures du matin dans les magasins Franprix. Et l'après-midi, il y avait les 600 autres. Donc, en fait, on a pris une grosse partie des besoins de Franprix. Et ce qui fait que ça a donné un boost à Kappa énorme. Et là, on a continué de travailler avec nos gros clients de la grande distribution. Et en particulier, bah, moi, je remercierai jamais assez le groupe Carrefour, qui a été le premier grand compte à nous faire confiance. Ça aussi, ça a été
un vrai changement dans la boîte parce que quand tu gagnes un appel d'offres avec un groupe comme Carrefour, en fait, tu sais que tes process sont bons et tu as intérêt à être bien prêt. Mais c'est aussi parce qu'un groupe comme ça nous a fait confiance. Et là, je fais une petite digression, mais il y a le mouvement lancé par le gouvernement pour les institutions, quoi, les institutions publiques et les grands groupes, mais de vraiment faire bosser les startups françaises. C'est indispensable pour que l'économie française se porte de mieux en mieux et continue de grandir. Donc, parce que ça, pour moi, je soutiens vraiment ce mouvement-là et je suis aussi au bord de la French Tech Grand Paris et c'est vraiment un point super important. Et donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup travaillé dans la grande distribution pendant le Covid. Et en fait, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires pendant le Covid parce qu'en fait, nous, on a mis personne en chômage partiel et on a bossé mais quasiment 18 heures par jour parce que toute la grande distribution nous appelait en disant parce que le mot c'est un peu comment dire, propagé. Et donc, et puis après les entrepôts. Parce que finalement, une fois que la grande distribution, et la grande distribution a fait un boulot, moi j'adore le secteur de la grande distribution, a fait un boulot extraordinaire, donc très vite ils se sont organisés. Et après, tout de suite, tu as eu les logisticiens. C'est-à-dire qu'ils ont demandé peut-être à la grande distribution, mais vous bossez avec qui pour l'intérim et tout, parce qu'ils avaient tous besoin d'intérimaires. Et donc, on a aussi beaucoup, beaucoup bossé pour la logistique. Et ça a été vraiment une période, si tu veux, aussi où les équipes CAPA étaient fières, super fières de ce qu'elles faisaient, parce que, ouais, c'était incroyable ce qu'on a fait. Voilà. Et donc, on sort du Covid, mais nous, pendant le Covid, on a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est-à-dire que non seulement on a travaillé pour nos clients, mais aussi on a refait tout le site, on a continué. Donc, comme je te disais, personne n'était en chômage partiel. Donc, toutes les équipes dev, on continuait de livrer des fonctionnalités toutes les semaines. Et donc, on est sorti du Covid avec un produit de malade, un service client qui avait toujours fonctionné et des références clients qu'on avait acquises pendant le Covid de dingue. Et donc, on est sorti, nous, du Covid, mais ultra renforcé. Et en plus, on était quasiment rentable. Donc, tu vois, à moins 30 000 euros, quoi. Donc, en fait, on s'est dit, il faut qu'on soit rentable. Là, ça y est, on est rentable. Et donc, on est sorti du Covid très fort, et avec très fier aussi de tout ce qu'on avait fait. Et donc, on s'est dit, ça y est, c'est bon, maintenant, on déroule, quoi. Et donc, on a déroulé. Alors, pardon, je parle beaucoup, mais j'arrive à ta question. C'est-à-dire que nous, on n'était pas en état de vente. La boîte, elle était en croissance. Avec Laurent, il y avait eu un gros travail d'organisation des équipes. On avait des belles références clients. On gagnait des beaux appels d'offres. On rentrait des très gros clients. Et des petits aussi, parce que moi, j'adore les petits clients dans tous les secteurs. Donc, tout était génial. Et là, il s'est passé un truc. Et là, je le dis à tous tes auditeurs et auditrices, c'est l'intuition. En fait, je t'explique ce qui se passe. On est septembre, de septembre à décembre 2020, il se passe un truc. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de fonds, en particulier des fonds américains qui m'appellent pour nous dire, écoutez, on est intéressé par ce que vous faites. Est-ce que vous voulez faire une levée de fonds? Alors, quand il y en a un qui t'appelle par semaine, bon, tu te dis OK. Mais à un moment, c'était quasiment 2, 3 par semaine. Donc, je me suis dit, bizarre, il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a un de nos concurrents qui essaie de faire une grosse levée. Et moi, même si j'étais persuadée qu'on n'avait pas besoin de grosses levées pour faire un gros CAPA, parce qu'il faut faire attention, on pourra en parler, c'est un autre sujet. Mais bon, je me disais, il se passe quelque chose. Bon, donc là, je mets Laurent et Olivier en alerte, pas le COMEX, ni les équipes, hein, mais je leur dis, il se passe quelque chose. C'est pas normal qu'on reçoive autant d'appels de fonds. Et puis alors, il se passe un deuxième événement, c'est que là, il y a des banquiers d'affaires qui nous appellent. Là, je me dis, c'est pas possible. Soit il y en a un qui est... Donc, quand il y avait les fonds, je me suis dit, il y en a un qui essaie de faire une grosse levée.
Et les grosses levées de tes concurrents, ça fait toujours peur parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc là, on essaie de réfléchir, tu vois, Et quand j'ai eu les banquiers d'affaires, je me suis dit, c'est pas possible, il y en a un qui essaie de se faire vendre là. Parce que souvent, euh, les banquiers parlent beaucoup entre eux, donc je me dis là, il se passe quelque chose. Et donc, on dit, donc s'il se passe quelque chose, il ne faut pas qu'on soit hors du mouvement, donc il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans le mouvement. Donc, on lance un peu nos alertes. Bon, je ne te dirai pas tout, là, je ne peux pas, mais on lance des alertes et on comprend assez vite qu'on a un concurrent qui n'est pas en très bonne position, qui essaie de se faire acheter. Et on comprend assez vite, parce que là, il y a des gros acteurs du marché qui nous appellent, que en fait, c'est eux qui ont fait la démarche de se faire acheter et ils ont contacté tout le marché, tous les gros acteurs du marché. Donc nous, on se dit, bon, faut pas qu'on soit hors du game parce que moi, j'étais persuadée. Alors, tu me dis hein, si je suis trop longue. Hein. Non, non, au contraire, là, c'est hyper passionnant tout ce que tu nous détailles. Bon, ok. En fait, quand j'avais créé Kappa avec Olivier, on s'était dit à qui on aimerait vendre et pour combien. C'est con, mais ça te met quand même, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Ça te met quand même une espèce de target, quoi. Et euh, dans nos rêves, on avait déjà pensé à Adecco. Parce qu'en fait, leader mondial, et quand tu lances une start-up, tu dis, si je me fais racheter par le leader mondial, voilà, c'est que je suis le meilleur, c'est que j'ai fait le meilleur boulot, c'est que j'ai bien bossé, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Quoi, tu vois, c'est une reconnaissance incroyable. Donc, et là, en fait, assez vite, on trouve les bonnes personnes et on dit, bah écoutez, nous, si vous voulez acheter, nous, on veut bien rentrer dans vos due deals, quoi. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y a plusieurs acteurs du marché que je ne peux pas nommer, mais il y a plusieurs acteurs du marché qui sont très actifs parce qu'ils ont compris aussi avec le Covid qu'il fallait qu'ils se digitalisent très vite. Et moi, chez TF1, j'avais vécu un truc, c'est que un jour, Patrick Lelay m'avait convoqué avec mon boss pour me dire, voilà, il faut qu'on pense à la prochaine étape du groupe TF1. J'ai identifié 3 sujets. Internet, l'Italie, je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que là on est parti pour 5 heures. Internet, l'Italie et le cinéma. Et donc, moi, je bossais à l'époque pour le département Internet. Et donc, on lui avait proposé, il nous avait dit, proposez-moi des idées pour qu'on devienne leader mondial dans ces 3 sujets-là. Et donc, sur Internet, on lui avait proposé, mais Netflix n'existait pas. On lui avait proposé de faire Netflix, en fait. C'est-à-dire que TF1 à l'époque, c'était la première chaîne télé en Europe, qui était vraiment une boîte ultra innovante. Et ça s'est pas fait. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que pour un grand groupe, c'est très compliqué quand tu fais des milliards sur un positionnement de lancer des innovations très 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 pointues, parce que souvent tes équipes elles sont prises à faire d'autres choses, où il y a des enjeux économiques ou politiques qui te dépassent, de la stratégie où tu n'es même pas au courant, etc. Et donc je m'étais dit que ça allait être très très compliqué pour un grand groupe d'intérim de faire ce qu'on faisait, parce que comme je te le disais, tout était de l'innovation. Depuis le recrutement des intérimaires, donc pour faire grossir ta CVTech, jusqu'à leur qualification. On n'avait pas d'agence d'intérim. Donc, tu vois, tout était digital. Et c'est compliqué quand tu as un grand groupe qui fait des milliards ou des dizaines de milliards chaque année, de remettre en jeu ton service et ton produit qui t'apporte tout ça. Or, nous, on partait de zéro, donc on pouvait tout disrupter, on pouvait tout tester. Bon, voilà. Voilà. Et assez vite, on a eu plusieurs marques d'intérêt de grands groupes mondiaux et de moins grands groupes mondiaux.
Mais c'est pas nous qui avions lancé le game, quoi. C'était ce concurrent qui avait besoin de se faire racheter parce qu'il savait qu'il n'était pas rentable, que nous, on gagnait beaucoup de parts de marché, etc. Et on est rentré en due deal avec plusieurs acteurs. Et en fait, ça, c'est un point très important. C'est qu'on a toujours fait ce qu'on a dit et dit ce qu'on faisait. C'est-à-dire que nous, si tu veux, on a rarement bullshité. Alors, ça a pu nous arriver par excès d'enthousiasme ou d'optimisme, hein, mais on a rarement bullshité les médias. Et donc, quand tu rentres en due deal et que les due deals, en fait, tout ce que tu as dit, c'est bien dans les chiffres, c'est bien dans tes relevés bancaires, que toutes tes KPI sont bien réelles parce que tu analyses, tu analyses tout est passé au crible, hein. Nous, on a eu 3 due deals. On a une due deal tech, une due deal finance et une due deal RH. Tout est regardé, mais au microscope. Donc nous, en fait, il n'y avait pas de surprise. Et ça, quand tu es dans un process d'achat et que ton acheteur n'a pas de surprise, ou que des bonnes, si tu veux, la confiance, elle augmente tous les jours, quoi. Et en fait, le process d'achat est beaucoup plus simple que quand tu as bullshité les médias pendant 3 ans et que voilà, donc c'est un peu ce qui est arrivé à certains de nos concurrents certaines fois. Et est-ce qu'il y a des choses dans ce process qui t'ont surprise ou sur lesquelles tu t'es pas forcément senti préparé? Hem, non, parce que en fait, rien ne nous a surpris, pour 2 raisons. Un, parce qu'on a tellement bossé comme des chiens que, heu, tout ce qui se passait dans la boîte, moi je connaissais la boîte par cœur. Depuis, le montant des primes de mes collaborateurs jusqu'à mes clients qui avaient mon numéro de téléphone. Je connaissais tout par cœur. Donc, rien ne pouvait me surprendre. L'acheteur ne pouvait tomber sur rien que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas créé ou que je n'avais pas drivé, ou que tu vois? Rien. Et puis aussi, comme je te l'ai dit, la boîte était clean. Donc après, quand la boîte est méga clean et que tu as pas de poussière sous les tapis, en fait, ça se passe de façon clean aussi, quoi. Et puis aussi, il se trouve que le milieu de l'intérim, c'est un milieu, en particulier sur les majors, c'est un milieu très, très clean, quoi. C'est des gens intelligents, pros, euh, corrects, honnêtes. Euh, donc, si tu veux, le process est pareil, quoi. Je comprends. Est-ce que, quand vous avez pris cette décision, comment vous l'avez communiquée aux équipes et comment elles l'ont vécu? Alors, en fait, j'avais eu une expérience chez Kype où, avant d'être acheté, quelques mois, années avant, on avait failli être acheté par un très, 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 très gros acteur mondial, un GAFAM. Ouais. Ouais. Et en fait, ça ne s'était pas fait. Et tout le COMEX avait travaillé sur cette vente. Et la conséquence de ce que cette première vente ne se fasse pas, de ce premier achat ne se fasse pas, c'est qu'il y avait des membres du COMEX qui étaient partis un peu, tu vois, un peu fatigués, parce que Mmh. c'est des process compliqués. Et puis, ça s'était su dans les équipes, donc ça avait vraiment perturbé les équipes. Donc là, le truc, c'était de dire, euh, on y va, mais on communique pas. D'abord parce que tu signes des NDA aussi, donc les NDA, si tu veux montrer que si tu sais que ta boîte est clean et que tu veux avoir une relation clean avec tes acheteurs, tu vas pas commencer à rompre le NDA. Donc en fait, tout au début, il y avait que 3 personnes qui étaient au courant. Olivier Zir, mon cofondateur, Laurent Delaporte, et moi, et le board. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Parce qu'en fait, si ça se fait pas, tu mets ta boîte dans une position de merde. Ouais. Voilà, parce qu'il faut que les équipes restent concentrées, qu'elles continuent à faire leur job, qu'elles se posent pas de questions. Parce que souvent, quand tu commences à parler de process de vente, et c'est logique, et c'est normal, et c'est humain, la première question que va se poser son collaborateur, c'est moi, qu'est-ce qui va m'arriver?
Donc en fait, c'est resté secret très, très, très longtemps, pendant des mois et des mois. Sauf pour les due deals, où donc, parce que les due deals sont venus à peu près 3 mois avant la signature, parce que ça prend du temps les due deals. Et là, on a informé le COMEX. Mais en fait, c'était des discussions où le COMEX avait le droit de poser des questions. Tu vois, quand par exemple, tu as un de tes concurrents qui fait une grosse levée de fonds et toi, tu dis que tu vas pas en faire, le COMEX se pose des questions en disant, ouais, mais attends, regarde, machin, il a levé 40 ou 50 millions. Bah ouais, donc là, il faut bien expliquer. Donc en fait, on parlait de ces sujets-là, mais souvent par rapport à ce qui se passait chez nos concurrents et bien sûr par rapport à nous, puisque nous, on n'avait pas besoin de lever puisqu'on était au break-even. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand ton concurrent il lève beaucoup? Est-ce que ça te met en position de faiblesse, machin, etc. Donc en fait, dès que les due deals ont été engagés, on a prévenu les membres du COMEX et c'est quasiment que les membres voilà, le CTO, la DAF, etc., qui étaient associés à ça. Et c'est seulement quand l'acheteur nous a dit bon, c'est bon et qu'on savait qu'on réglait les derniers points qu'on a, qu'on a communiqué avec toutes les équipes. Et en fait, il y a une question souvent qui est posée, c'est la culture d'entreprise. Moi, je pense que la culture d'entreprise, elle passe beaucoup par les rituels. Donc, chez Kappa, on avait un rituel en particulier qui était un Hollands tous les 15 jours, où vraiment, il y avait toute la boîte. Et on donnait les chiffres, les objectifs et les projets en cours, les succès, les échecs. Et donc, à un moment, on a expliqué ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, qu'est-ce que ça voulait dire pour chaque collaborateur. Mais après, encore une fois, c'était une vente au leader mondial. Donc, si tu veux, la vente, elle est facile à expliquer à tes collaborateurs, hein, parce que tu dis, quand tu es acheté par le leader mondial, bah, tu sais que tu vas écrire une deuxième histoire qui va être encore plus cool, peut-être plus facile. Mais tu vois, l'histoire, elle est belle. Elle est belle pour tous les collaborateurs. Parce que quand tu peux mettre sur ton CV, par exemple, je pense, quand tu es commercial dans une boîte, dans une start-up, où tu peux mettre déjà sur ton CV que le chiffre d'affaires, grâce à toi, il a monté tous les ans et que derrière, tu es racheté par le numéro 1 mondial et que donc ton portefeuille, il va encore plus grossir et que ton expérience à toi personnelle, elle va être juste quasiment unique en France. Si tu veux, des histoires comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en raconter, quoi. Est-ce que dans tout ce processus, tu as eu des moments de doute? Alors, je vais te dire un truc très personnel. Moi, le doute, il vient le soir quand je me retrouve toute seule et la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Quand là, j'ai plus mes collaborateurs, mon équipe, mon COMEX, mes clients, mes partenaires, machin. Tu vois, où tout d'un coup, le temps s'arrête quand même un petit peu. Alors, ça m'arrivait d'être appelé le soir par des clients parce que, bon, voilà. Et c'est là où mon cerveau, il tourne et il tourne beaucoup la nuit. Donc, moi, j'ai des très, très gros problèmes de sommeil parce qu'en fait, mon cerveau, il tourne la nuit. Bienvenue au club. Mon cerveau, il tourne la nuit en permanence et donc je me réveille 3, 4 fois, etc. Alors, euh, quand ça tourne trop, j'ai mon téléphone à côté, donc j'écris, tu vois, j'écris ce qui me tourne dans la tête pour essayer que ça se calme ou je fais des alphabets. Donc en fait, pour essayer que mon cerveau se calme. Et c'est comme une forme de méditation, tu vois. Donc je fais tous les pays de la lettre A à la lettre Z. Donc je commence par A, Angleterre, Allemagne, Autriche, Albanie, Arménie, Afrique du Sud, Australie, Algérie, Argentine. Bon, après, je passe à B, machin, parce que en fait, ça me calme mon cerveau qui travaille beaucoup, beaucoup la nuit. Mais en fait, dans la journée, je doute jamais. Je sais pas comment t'expliquer. Encore une fois, si c'est cette adrénaline qui fait que tu as tellement de choses à faire, tellement de choses à penser entre tes clients, ta roadmap produit à valider, ton entretien d'embauche à faire, ton machin, que il y a une telle intensité que moi j'adore, qui fait qu'en fait, c'est plutôt la journée que mon cerveau se calme. C'est peut-être pour ça que tu as des problèmes de sommeil, c'est qu'il faut le temps pour que ton Bien cerveau sûr. descende, hein. Voilà, on est d'accord. Exactement, Je exactement. partage complètement. Ouais, pas facile, hein. 10 ans d'entrepreneuriat avec 10 ans avant qui avaient été aussi, chauds. C'est Ouais, quoi les plus gros impacts sur ta vie personnelle? ouais. Alors, gros impact sur ma vie personnelle, le plus gros, c'est que moi, j'ai pas pu avoir d'enfant. Heu, donc ça, c'est à la fois une grande douleur, mais ça m'a donné cette liberté. Donc je fais tout pour profiter à fond de cette liberté, d'entrepreneur.
Voilà. Et donc, ça me permet de bosser ce que je t'ai dit. Ça me permet, quand j'ai un journaliste qui m'appelle en disant Stéphanie, j'ai un trou demain matin à 6 heures. Est-ce que tu peux venir sur BFM à 6 heures? Bah oui, bien sûr, je peux venir à 6 heures. Quoi, tu vois, j'ai cette liberté qui fait que je peux travailler 18 heures par jour. Voilà. Après, je suis très bien entourée par ma famille, mes amis, mes très, 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 très proches. Voilà. Voilà. Mais j'ai la chance aussi euh, d'avoir tous ces gens-là qui comprennent ma vie et qui m'en veulent pas. Parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, en fait, ça se résume où j'ai quand même beaucoup, beaucoup de potes qui sont entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est plus facile quand tu vis la même vie. C'est qui se ressemble s'assemble. Ouais. Et puis, on a la même passion, tu vois, l'entrepreneuriat. Donc, euh, en fait, tu vois, tu fais des dîners, tu dis: «Ah putain, t'as vu, lui, il a sorti ça, c'est une super idée. Tiens, t'as vu la com? Tiens, j'étais sur LinkedIn, là, j'ai vu, tu vu, j'ai fait la conférence hier de Microsoft sur l'IA». Donc en fait, et puis on vit quand même une révolution technologique qui est unique. Quoi, moi perso, je vais avoir la chance d'avoir vécu deux révolutions technologiques avec l'internet et l'IA. Mais si tu veux, ce qu'on vit, c'est unique. Euh, Moi, mes grands-parents, si, ils ont peut-être vécu, bah, ils ont vécu la guerre et les 30 glorieuses, mais tu vois, en révolution technologique, c'était le siècle d'avant encore. Or, nous, on va en vivre deux. Donc, moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent parce que ça revient à mon truc de petite fille, de me dire que bah, tout ça, ça nous aide à changer le monde, quoi, et à continuer. Et puis moi, j'adore apprendre, je suis super curieuse. Donc, en fait, c'est incroyable, quoi. J'ai pas assez de 24 heures pour apprendre tout ce que je dois apprendre en ce moment, quoi. Dans ta vie de dirigeant, tu as certainement rencontré des pièges, lesquels tu aurais pu éviter? Euh, Ouais, alors le premier piège, c'est que j'ai recruté beaucoup trop vite une équipe commerciale et un directeur commercial. Et là, tu vois, je lance une nouvelle boîte, là. C'était Donc, ma prochaine question donc, ah, d'accord. Et donc, bah, c'est moi la commerciale. Et en fait, j'adore ça parce que en fait, c'est quand tu montes une boîte, c'est que tu as quelque chose à vendre. Si tu as rien à vendre, c'est que tu montes pas une boîte. C'est une association, c'est plein de trucs, tout aussi bien, mais c'est pas une boîte. Une boîte, ça doit faire du chiffre d'affaires, ça, à un moment, ça doit être rentable, ça doit croître, bon, etc., etc. Et donc, le moment où tu comprends tout sur ta boîte, c'est quand tu es avec tes clients. Donc, tu comprends si ton marketing est bon, tu comprends si ta machine à lead est bonne, tu comprends si ton pitch commercial est bon, tu comprends si ton produit est bon, tu comprends si ton service client il marche, etc., etc. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça. Donc ça, c'est mon vrai secret. Et en fait, aujourd'hui, je ne fais plus que de la vente parce qu'en fait, par la vente, je sais tout, je vois tout, j'entends tout. Et donc, je suis capable derrière bah, de prendre des bonnes décisions et d'avancer encore plus vite. aujourd'hui, la vie de Stéphanie, donc c'est, jury à Qui veut être mon associé, mais, Ouais. donc du coup, c'est aussi un nouveau projet donc tu as commencé à nous annoncer. Tu peux nous en Mhm. parler un peu plus? Ouais. Euh, Bon, en fait, comme tu as compris, l'entrepreneuriat, ça me fait vivre aussi, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment mon kiff au quotidien. Vraiment, vraiment, je trouve que c'est incroyable. Voilà. Et l'adrénaline et l'intensité que ça me procure me font du bien. Donc, c'est super important. Deuxième point que la révolution qu'on vit, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris chez Kappa, bah, en fait, ce serait bête de pas lancer une nouvelle boîte, quoi. Parce que en fait, chez Kappa, j'ai fait plein d'erreurs. Alors j'ai rebondi dessus, j'ai appris, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai beaucoup écouté, mais là, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris, ce serait bête de pas lancer une nouvelle boîte. Voilà. Et troisième point, en fait, j'ai rencontré mes cofondateurs chez Kappa.
Et donc, en fait, c'était mon CTO et mon directeur produit chez Kappa. Et en fait, on a fait des choses tellement incroyables chez Kappa que on a appris à se connaître, à se parler, à travailler ensemble, à être super efficace, à être meilleur que tous nos concurrents. Et il y a une espèce d'évidence qui s'est imposée en disant, bah, si un jour on est prêts tous les trois, faudra qu'on relance quelque chose tous les trois ensemble. Et c'est ce qu'on a fait, donc avec Julien Ross et Maxime Yanézeli. Et donc, on a décidé de lancer notre nouvelle boîte ensemble. Donc, bah, comme tu le comprends, on a bossé quasiment 5-6 ans ensemble chez Kappa, donc on se connaît par cœur, donc tout va très très vite. Deuxième point, on est très complémentaires. Et là encore, on n'avait pas forcément d'idée de la boîte. Et on s'est dit, bien évidemment, l'IA a tout changé. Donc, on s'est dit, de toute façon, nous, on veut faire une boîte full IA. On en faisait déjà un peu chez Kappa, mais là, avec la révolution, ChatGPT, les LLM et tout ça, bon. Et on s'est dit, mais cette révolution, elle nous permet de faire des choses qu'on aurait rêvé de faire chez Kappa, mais qu'on ne pouvait pas puisque la technologie n'existait pas. Et donc, eh bien, on lance une start-up, voilà, qui a créé une machine qui est capable de parler comme un être humain et de réfléchir comme un être humain. Et donc, en fait, les deux pains qu'on avait chez Kappa, c'était parce qu'on est reparti de nos pains. Parce que si tu veux, on a quand même fait une boîte qui a été from scratch, qui a complètement digitalisé un énorme secteur. Hein. L'intérim, c'est quasiment, tu vois, c'est 25 milliards. C'est 25 milliards de marché. Rien. Attends, je pense que je me trompe pas. Je crois que c'est en France. Tu vois, et c'est quasiment 100 milliards en Europe. Donc, on a disrupté complètement ce marché-là, quoi. Et donc, mais on avait quand même des trucs qui marchaient ou qu'on faisait à la mano parce qu'on n'avait pas la technologie, quoi. Et en fait, les deux pains qu'on avait chez Kappa, c'était le service client. Alors nous, on considérait qu'on avait deux clients, c'est-à-dire nos intérimaires et nos entreprises. Et donc là, qui avait des questions en permanence et on avait mis des systèmes, tu vois, d'optimisation, de réponse aux emails. On avait un service client par téléphone parce que souvent les intérimaires, quand ils ont des urgences, ils t'appellent, ils t'écrivent pas, mais ils t'appellent. Et donc, si on avait pu automatiser tout ça, ben, ça aurait été beaucoup plus vite avec un niveau d'expertise et de service incroyable. Et le deuxième point, c'était bien répondre à nos clients, entreprises aussi. Et donc, on rêvait d'avoir une machine qui puisse faire tout ça à notre place pour accélérer le business. Et ben, on a créé cette machine. Donc, en fait, aujourd'hui, on réinvente la relation commerciale grâce à une machine qui s'appelle Colli. Donc, tu vois, tu as Wall-E, le film. Bah, nous, on aimait bien, donc on a décidé de l'appeler Colli. Donc, c'est notre agent conversationnel, mais qui est capable, qui parle comme moi et qui réfléchit comme moi et qui te répond en temps réel euh, comme moi. Donc, en fait, c'est pas du mail, c'est pas de l'écrit, parce que ça, c'est facile à faire, parce que tu vois pas les temps de latence et tout ça. Là, c'est dans la vraie vie, du réel, par téléphone. Et c'est Donc déjà voilà. disponible ou pas encore? Alors, ça existe. Donc, le site internet s'appelle volubile.ai. D'accord. Volubile, en fait, et on a mis du temps à trouver le nom, hein, mais Volubile, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais de façon très fluide et avec beaucoup d'empathie. Donc, c'est ce que va faire Colli, notre machine. Elle va parler beaucoup de façon très fluide et avec beaucoup d'empathie. Voilà. Et donc, la machine est créée. Donc, on a travaillé fin d'année 2023 là-dessus. Et 2024, là, on commence les tests chez des clients. Et on va commercialiser très, très vite en 2024. Le marché est un marché énorme. C'est un marché super intéressant parce que toutes les boîtes dans le monde ont le problème d'optimiser la relation commerciale pour augmenter les revenus. Donc nous, c'est ce qu'on va faire avec notre machine, qui bien sûr va s'adresser à toutes les boîtes, hein, de la TPE, la PME au grand compte et au call center. Donc là, on rentre dans une aventure passionnante. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, je parle avec la machine.
Et la machine, elle me répond et je trouve ça d'un kiff. Tu sais, quand j'étais petite, en fait, je rêvais ça. Et là, mon rêve, grâce à la révolution de l'IA, bah, est en train de s'accomplir et on va mettre à disposition notre rêve, à disposition de tous les clients. Donc, ça va être juste génialissime, quoi. Bon, c'est parti pour 10 ans encore. Ouais, c'est parti pour là, c'est parti pour très très longtemps parce que le marché il est tellement énorme et la pain, si tu veux, elle est tellement facile à comprendre pour 100% des boîtes dans le monde que ouais, on a du boulot pour mettre colis dans toutes les boîtes. Bon, bah, Mais c'est ça qui est cool parce qu'en fait, bah, on est capable d'apporter cette technologie de façon ultra évidente, ultra simple et beaucoup moins chère à tous les clients qui le voudront et dans tous les secteurs. Alors, on va commencer par la France, mais je pense qu'on va aller très très vite à l'international. c'est un de tes challenges international? Alors moi j'aime bien parce que bah, j'ai fait de l'international chez Eurosport, hein. Donc moi pendant 15 ans dans le groupe TF1 j'ai fait de l'international donc j'ai adoré parce que tu vois rencontrer des gens qui parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même histoire, qui ont des process, des méthodes différentes de toi, bah, pareil ça, pardon je me répète mais c'est ça qui est passionnant pour moi parce que j'apprends tous les jours. Donc après j'ai fait bah, de l'international chez Kype, puisque moi quand je suis arrivée, Kype n'existait qu'en Allemagne et on l'a lancé quasiment dans toute l'Europe. Donc ouais, l'international c'est passionnant et puis c'est toujours des challenges intéressants. Alors c'est pas forcément c'est Dominique Vidal qui m'avait dit ça. Il m'avait dit il faut faire attention parce que tu sais souvent je vois des boîtes qui disent voilà elles lèvent 5 millions et elles te disent ah ben ouais on a levé 5 millions pour partir à l'international. Ben mon pote bon courage quoi. Parce que c'est pas avec 5 millions que tu vas partir à l'international. Et c'est Dominique Vidal qui m'avait dit ça. Il m'avait dit vaut mieux être déjà leader en France avant de partir à l'international. Et j'ai toujours gardé cette phrase en tête. Alors, elle s'applique pas forcément à tous les business, elle s'applique pas à toutes les situations, bien évidemment, mais l'international, c'est un sacré challenge parce que bah, il faut quand même, moi je pense, avoir une expérience, trouver les bons contacts sur place, ça coûte très cher. Et il faut pas faire ça si tu n'es pas sûr de ton produit. Et donc, le fait, nous, on va bien évidemment d'abord essayer d'être leader en France avant de lancer l'international. Mais on est sur un sujet qui s'internationalise très, très vite, quoi. Tu vois, c'est du SaaS B2B, les LLM, que tu parles en français ou que tu parles en italien ou en allemand, ton LLM et Colli, elle est capable de le faire de façon quasi instantanée, quoi. Bah, c'est cool, Ouais, c'est très, très cool. c'est Je suis génial. très, très excitée. Bon, bah, écoute, moi je pense qu'on en a tous envie de voir ça très vite et de l'utiliser très vite. Un grand merci pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses, des questions qu'on t'a pas posées, sur lesquelles tu aurais bien aimé répondre? Hem, non, parce qu'on a déjà beaucoup, beaucoup échangé. Merci à tout le monde parce que j'ai beaucoup parlé, mais c'était des super questions. Bah, juste envie de dire, heu, merci à la vie, de m'avoir, présenté toutes ces opportunités. Merci, ben, merci à vous pour ce joli moment parce que c'est toujours super intéressant de pouvoir partager son expérience. Et puis, ben, merci à tous mes investisseurs, à toutes mes équipes passées et futures parce que bah, c'est quand on est ensemble et qu'on peut partager de l'expérience, ce que toi tu fais grâce à ton podcast, bah, qu'on peut avancer plus vite parce que mine de rien, on est quand même dans un monde où la concurrence est dure. Donc, moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts parce que justement, pour essayer de m'imprégner des bonnes idées, des succès, parce qu'au final, ça me fait gagner beaucoup de temps dans mon travail au quotidien. Donc, merci et puis très bonne année à tout le monde, quoi. J'espère que on va vivre une super année professionnelle avec des gros challenges certes, mais l'IA qui va révolutionner toutes les entreprises. Et donc, dans tous les cas, ce qu'on va vivre, ça va être vraiment, vraiment passionnant. J'aime bien cette conclusion, merci la vie, parce qu'en fait, on oublie souvent de le dire, mais on a beaucoup de chance. Ouais. Et moi, je veux te dire merci Stéphanie, encore une fois. Où est-ce qu'on peut te contacter si, il y a des auditeurs qui veulent te joindre et te faire un petit message?
Bah, sur LinkedIn. Alors moi, je réponds à tous mes messages LinkedIn et comme ça, c'est cool parce que quand on se contacte, hop, je vais voir le profil, les entreprises ou les sujets sur lesquels il a travaillé. Donc ça permet tout de suite de communiquer de la bonne façon sur les bons sujets. Donc moi, j'aime bien LinkedIn. Eh ben génial. Eh ben, écoute, on dit à Stéphanie Delest. on mettra le lien, voilà. Merci beaucoup Stéphanie et puis à très Cool. bientôt. Ouais, merci beaucoup, hein. Merci.